avec la très sélective et très prestigieuse conférence NeurIPS. Je m'appelle Jacqueline Forien, je suis l'organisatrice du Centre Loire-Vallée Machine Learning Meetup et de Paris. Alors, moi, je m'appelle Igor Caron, je suis un des co-organisateurs du Paris Machine Learning Meetup. Franck? Je m'appelle Franck Bardol, donc je suis un des organisateurs du Paris Machine Learning Meetup et je représente aussi le Meetup de Genève, Genève Intelligence Artificielle. Bonjour à tous. Claude? Je m'appelle Claude Felguer, donc je suis co-organisatrice dans le Meetup et je suis ingénieure. Ok, merci. Robert? Oui, bonjour, je m'appelle Robert Maria, je représente Strasbourg Deep Learning Meetup et aussi Timișoara Deep Learning Meetup en Roumanie. Merci. Donc après, on n'a pas Alain qui devrait représenter un autre meet-up, mais qui le sera sûrement dans les autres déjeuners. On va commencer tout de suite par Mathieu Geist. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ton nom de famille. Donc, je vais être obligé de lire l'anglais, le titre en anglais qui est Leverage the Average, Analysis of KL Regularization in Reinforcement Learning. Mais ce sera tout pour l'anglais. Mathieu, on te laisse présenter ta présentation, celle que tu vas présenter. Alors, est-ce que c'est un oral, c'est un poster, un NeurIPS? C'est quoi en particulier? C'est un oral. C'est un oral, très bien. Mathieu, c'est à toi, le choix est à toi. Bonjour, merci pour l'invitation et pour l'organisation. Donc, je suis Mathieu Geist, je travaille chez Google et c'est un travail joint avec d'autres gens de Google, Nino Vieillard qui parlera après, Olivier Pietquin, et des gens d'Okinawa, Tadashi Kozuno, de l'INRIA, Bruno Scherer et de DeepMind, Rémi Munoz. Donc je vais parler, je suppose en fait, à certains a priori en apprentissage par renforcement. Et l'apprentissage par renforcement, c'est la problématique d'un contrôle optimal en boucle fermée où ce qu'on reçoit, c'est une information locale de récompense et on cherche à maximiser la récompense sur le long terme. Donc ici, on a l'équation de DQN, donc je suppose connue. Essentiellement, on va chercher à prendre une Q-valeur qui va nous dire à quel point est bonne une certaine action dans un certain état. On a un réseau target et on va chercher à apprendre la Q-valeur en bootstrappant la récompense plus gamma, la valeur dans l'état suivant pour ce réseau target. Et ce qu'on a, c'est qu'implicitement, dans cette équation de mise à jour, on a une politique qui va dire je vais être glouton par rapport au réseau Q-target. C'est-à-dire que les Q-valeurs, pour un état, ça va associer aux différentes actions, différents scores, et le score maximum, c'est celui qu'on suppose être le meilleur cumul de récompenses qu'on peut avoir à partir de cet état. Et donc cette notion de politique gloutonne, elle est vraiment très très importante en apprentissage par renforcement. Une fois qu'on a cette politique gloutonne, le reste de l'équation, en fait, si on résolvait exactement le problème d'optimisation qu'on a ici, ce qu'on apprendrait, c'est une mise à jour de l'équation de Bellman. Dans le sens où la nouvelle Q-valeur, ce serait la récompense plus gamma fois l'espérance sur la stochasticité qu'on peut avoir dans la dynamique de la Q-valeur moyenne précédente, moyennée par rapport à la politique gloutonne, plus un terme d'erreur, ce terme d'erreur étant la différence entre ce qu'on ferait idéalement, sans erreur, avec un modèle parfait, et ce qu'on fait en apprenant un réseau de neurones profond. Et toute la question qu'on va se poser dans la suite, c'est comment est-ce qu'on va payer, on va faire ces erreurs-là un certain nombre de fois, à chaque fois qu'on mettra à jour le réseau, qu'est-ce qu'on va payer à la fin des itérations sur la qualité de la solution calculée. Donc, si on abstrait ce schéma DQN, on a quelque chose qui est en fait un algorithme d'itération de la valeur avec l'approximation, avec deux étapes. Première étape, on calcule la politique gloutonne par rapport à la Q-valeur précédente. Et on a une politique qui est déterministe, qui va choisir l'action qui a la Q-valeur maximum. Une deuxième étape qui est une étape d'évaluation, où on va mettre à jour la Q-valeur en fonction de la politique qu'on vient de calculer, avec une certaine erreur. Donc, on va rester sur cette abstraction pour la suite de ce talk. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le problème d'optimisation,
qu'on résout pour calculer la politique gloutonne, c'est ce qu'on propage à travers le noyau de transition quand on met à jour la Q-valeur. Donc, on a une symétrie entre ces deux quantités. Ce sera important pour la suite. Donc, on peut rajouter de la régularisation dans un schéma d'approximation de la valeur, d'itération de la valeur approchée. Et ici, l'idée, c'est pas comme en apprentissage supervisé où on va chercher à réduire la classe de modèle dans laquelle on va chercher une solution, c'est plutôt une régularisation du comportement tel que représenté par la politique. Donc ici, on a le schéma d'itération de la valeur. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un terme d'entropie. Un terme d'entropie va pénaliser les politiques déterministes, ou de façon équivalente, on va pénaliser le fait que la politique pi qu'on cherche à calculer soit très différente d'une politique uniforme. La motivation pour faire ça, ça peut être par exemple pour favoriser l'exploration, pour qu'on ait une meilleure découverte du monde. On peut rajouter ce terme anthropique également dans l'évaluation pour garder la symétrie entre la gloutonnerie et l'équation d'évaluation. On peut aussi rajouter un terme de divergence de Kullback-Leibler. Ce terme-là va pénaliser, on va chercher une politique qui va être gloutonne, mais qui à la fois ne va pas trop s'éloigner de la politique précédente. Donc, ça peut faire penser, une bonne analogie, c'est une descente de gradient. Si on fait une descente de gradient avec un taux d'apprentissage qui est beaucoup trop important, on risque de ne jamais converger vers la solution et d'avoir un comportement oscillatoire. Ici, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu plus compliqué, mais on peut penser à QK comme une espèce de gradient. Et si on ne régularise pas, ça revient à faire une descente de gradient avec des très gros taux d'apprentissage. Et comme précédemment, on peut rajouter ce terme de régularisation dans l'évaluation pour garder une symétrisation du problème. Donc, pour la suite, je vais me focaliser sur le terme de divergence de Kullback-Leibler, mais l'étude plus générale est faite dans l'article. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'étape de gloutonnerie, donc c'est écrit sous une certaine forme, en fait c'est une transformation de Legendre-Fenchel, donc qui est un outil mathématique assez pratique quand on fait de l'optimisation convexe, même ici ce n'est pas de l'optimisation convexe. Et on peut calculer la politique analytiquement, donc sans terme de régularisation, on aurait simplement la politique gloutonne. Ici, on a une politique qui va être une distribution sur les actions et qui va être proportionnelle à l'ancienne politique fois un softmax des Q-valeurs. En utilisant un argument de récurrence directe, on peut voir que cette politique, en fait, elle va être softmax par rapport à la somme des Q-valeurs de tout le passé, de toutes les itérations qu'on a faites jusqu'ici. Donc, on peut écrire ce schéma d'itération de la valeur que j'appellerai, le premier, je l'appellerai sur le point de vue descente miroir, parce que c'est en lien avec la descente miroir en optimisation, sous un point de vue dual averaging, où on écrit de façon équivalente le schéma en écrivant le fait qu'on va être softmax par rapport à la somme des Q-valeurs. Et donc, on maintient une moyenne des Q-valeurs. Alors, c'est un point de vue intéressant parce que si on regarde cette abstraction, c'est-à-dire est-ce qu'on met de l'entropie, de laquelle ou les deux pour régulariser la valeur, et est-ce qu'on le met seulement dans la gloutonnerie ou est-ce qu'on, pour la deuxième ligne, ou est-ce qu'on régularise à la fois la gloutonnerie et l'évaluation, on retrouve beaucoup d'approches de l'état de l'art qui n'ont pas forcément été proposées sur ce point de vue, mais on retrouve exactement les mêmes algorithmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'analyser beaucoup d'approches existantes. Et donc, la contribution principale du papier, c'est une analyse de ces schémas régularisés. Donc, en haut, on va avoir l'itération de la valeur et en bas, l'itération de la valeur avec une divergence de Kullback-Leibler. Ce qu'on va borner, c'est la norme infinie entre Q étoile et Q pika. Donc, Q pika, c'est la vraie valeur de la politique pika qui est calculée par l'algorithme. Donc, dans les deux cas, on borne la même quantité et on va avoir trois termes. Donc, le dernier terme, c'est le seul terme qu'on a dans le cas exact. C'est-à-dire que dans le cas exact, les erreurs ici sont nulles. Et donc, ça nous donne la vitesse de convergence de l'algorithme de programmation dynamique, sans approximation. Donc, on a une convergence qui est beaucoup plus rapide, en gamma puissance k, pour l'itération de la valeur, que quand on rajoute de la régularisation, où on a 1 sur k. Ça se comprend bien dans le sens où on ralentit la convergence en rajoutant une pénalité pour s'éloigner de la politique courante. Par contre, on va gagner sur le terme d'erreur. Donc, le premier terme, c'est la multiplication d'un terme multiplicatif par un terme d'erreur.
Donc, on a un premier terme qui est le terme d'horizon. Donc, 1 sur 1 moins gamma, on peut voir ça comme l'horizon moyen d'optimisation dans le MDP, et on a une dépendance quadratique pour l'itération de la valeur, alors qu'on a une dépendance simplement linéaire pour quand on rajoute de la régularisation. C'est un résultat assez fort parce que cette dépendance quadratique, on sait qu'elle est fine pour l'itération de la valeur. Et il faut imaginer l'ordre de grandeur, gamma, l'ordre de grandeur, c'est 0,99. Donc 1 sur 1 moins gamma carré, ça va être 10 000. Donc ça a une importance. Et si on compare le terme d'erreur, on a ici, dans le cas de l'itération de la valeur, on va avoir une moyenne pondérée des normes des erreurs. Tandis que pour l'itération de la valeur régularisée, on va avoir la norme de la moyenne des erreurs. Alors, yj, en fait, ce sont des variables aléatoires. Alors, imaginons que ces variables aléatoires soient centrées et bornées. Ce terme-là va tendre vers 0 par la loi des grands nombres, alors que ce terme-ci ne peut pas disparaître, même si on a des erreurs qui se compensent. Donc, essentiellement, par un moyennage implicite, l'itération de la valeur avec régularisation permet de moyenner les erreurs entre les itérations. Et un exemple empirique sur un problème simple, c'est celui-ci. Donc ici, on a ce que donnerait l'itération de la valeur, dQn, et ici, on a ce que donne l'itération de la valeur régularisée. Donc on gagne la convergence. On peut être un peu plus lent au départ suivant le facteur de régularisation, mais on converge vers la solution optimale, contrairement à l'itération de la valeur avec approximation. Et une limitation dans l'analyse, c'est que l'analyse, elle repose entièrement sur l'équivalence entre ces deux schémas abstraits. Et le problème, c'est qu'ici, dès qu'on fait des paramétrisations non linéaires, donc typiquement des réseaux de neurones, on va avoir des erreurs dans cette étape, dont l'analyse ne tient pas compte. Si on partait directement de ce schéma, on va avoir des erreurs dans l'étape de moyennage d'équivaleur, sauf si on est en linéaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est le non linéaire. Donc, on perd l'équivalence. Et cette approximation-là n'est pas compatible avec l'approximation stochastique qu'on va faire en faisant des descentes de gradient avec des réseaux de neurones. Donc, tout cela appelle à une étude empirique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié des variations de DQN en regardant si on évaluait ou pas l'étape d'évaluation et suivant le type de schéma qu'on considérait, suivant le type de schéma qu'on considère, il peut y avoir plusieurs façons d'approcher la gloutonnerie sur plusieurs environnements et on fait une étude de sensibilité aux paramètres pour voir si les intuitions théoriques qu'on peut avoir se confirment empiriquement. La réponse, c'est oui. Essentiellement, la régularisation par une KL va aider. La régularisation de l'étape d'évaluation qui ne coûte vraiment pas cher en termes d'implémentation et qui est généralement pas faite dans la littérature aide aussi. La meilleure façon d'approcher la gloutonnerie, c'est problème dépendant. Et l'entropie, c'est mieux avec une KL, mais la KL toute seule peut suffire. Donc, la conclusion de cette présentation, c'est que le point de vue de la programmation dynamique approchée régularisée est pratique parce qu'il permet d'étudier plein d'algorithmes différents sous un même prisme. Et ça permet de proposer une analyse qui est très forte. La borne que j'ai présentée, c'est une des meilleures bornes existantes, si pas la meilleure de performance en renforcement. Si on regarde l'itération de la valeur régularisée par Michael, donc la borne est bonne. On a quelque chose de similaire si on met de la KL plus de l'entropie, mais l'entropie tout seul, en fait, on n'a pas quelque chose de mieux que pour la borne classique. À savoir qu'il peut y avoir d'autres arguments en faveur de l'entropie. Et l'analyse ne tient pas avec des réseaux de neurones profonds pour le problème d'approximation que j'ai mentionné, mais consécutivement à ce travail, on a résolu ce problème grâce à une reparamétrisation astucieuse du schéma de programmation dynamique approché, et ça, ce sera la présentation de Nino juste après. Donc, il présentera la solution à ce problème. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathieu. Donc en fait, on va peut-être pouvoir enlever ton écran. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu? On va en donner une ou deux si c'est possible. Est-ce que quelqu'un peut unmicer, enlever son micro et puis poser une question directement ou le faire à travers le chat? S'il n'y a personne, on peut continuer directement. Donc, un très grand merci, Mathieu. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas de questions.
Mais s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser avant la fin de l'heure. Donc, merci encore, Mathieu. Et donc, Nino, tu arrives pour maintenant donner la solution à la fin de la présentation de Mathieu. Donc, tout s'embrique très bien. Nino, tu te présentes et puis c'est à toi après. Okay. Oui, donc bonjour. Voilà, donc je suis Nino Vieillard, je suis doctorant en chiffres donc à Google. Et je vais vous présenter donc le travail qu'on a appelé le renforcement, l'apprentissage par renforcement méthode Munchausen. Et donc c'est un travail qui est joint avec Olivier Fietquin et Mathieu Geist de Google, donc que vous venez d'entendre. Voilà, donc je vais commencer par rappeler un petit peu ce que Mathieu a présenté au début sur des généralités sur le renforcement. Et une idée qu'on retrouve un peu partout dans les méthodes d'apprentissage par renforcement, c'est ce qu'on appelle donc le bootstrap. L'idée, c'est que donc, vous voulez évaluer, donc vous voulez calculer en fait une Q-valeur optimale dans un état d'action. La Q-valeur, ça veut dire à quel point cette action est bonne à prendre dans un état ou non. Et il y a un principe qui revient partout, donc en fait c'est l'équation de Bellman, donc ce que Mathieu a présenté au tout début de sa présentation, donc qui est de dire que si vous connaissez la Q-valeur optimale dans un état, donc là par exemple ça serait ST plus 1, eh bien vous pouvez connaître la Q-valeur optimale dans l'état précédent, c'est-à-dire l'état qui en prenant l'action va vous ramener à ST plus 1, donc là c'est l'état ST, l'action AT. Sauf qu'évidemment, on ne connaît pas la Q-valeur optimale au début du problème. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on bootstrap cette Q-valeur. Donc, à la place de prendre Q étoile, eh bien, on prend Q chapeau, qui est notre estimée courante de la Q-valeur. Et donc, si vous regardez la deuxième équation, c'est exactement comme la première, avec Q chapeau à la place de la Q-valeur optimale. Et si vous itérez ça assez longtemps, vous allez converger vers la Q-valeur optimale en STAT et aussi en ST plus 1 si vous faites en ST plus 1. Et en fait, cette équation-là, donc c'est l'algorithme Q-learning, qui est en fait une version de value itération avec un petit moyen-âge avec ce paramètre état qui est là. Et qui est un algorithme très classique et très courant, utilisé partout, qui est en fait à la base de DQN, par exemple. Et donc l'idée de Munchausen, au début, c'était de se dire, voilà, donc on bootstrap toujours les Q-valeurs, mais est-ce qu'on ne pourrait pas bootstrapper d'autres quantités qui existent en renforcement? Et l'idée générale, ça va être de bootstrapper aussi la politique. Parce que là, précédemment, on avait une politique implicite qui en fait était la politique Gluton par rapport à la Q-valeur qu'on est en train de calculer. Mais si notre politique et en fait, on va regarder une quantité qui est le logarithme de cette politique. L'idée, c'est que si on remplace la récompense par la récompense plus le logarithme de cette politique, ça va nous donner un signal d'apprentissage qui est très fort. Parce qu'en fait, si cette politique-là, c'est la politique optimale, on va voir que donc là, le log de la politique optimale dans l'action optimale, il va valoir 0, parce qu'en fait, la politique optimale dans cette action vaut 1. Et sinon, ça sera moins l'infini pour toutes les autres actions. Donc, ça fait un signal qui est vraiment très, très marqué en direction de la politique optimale. Mais évidemment, donc, comme précédemment, on ne connaît pas la politique optimale au début, vu que c'est ça qu'on cherche. Donc, on remplace ce pied étoile-là par pi chapeau, donc notre estimée courante de la politique. Dans le cas précédent, ça aurait été la politique Gluton par rapport à notre Q-valeur. Donc, pour résumer, c'est une idée très simple. Donc, en fait, on augmente la récompense, c'est-à-dire qu'on ajoute à la récompense le logarithme de la politique qu'on est en train d'apprendre. Pour ceux qui... Donc, on va souligner tout de suite que c'est différent de faire simplement de la régulation anthropique ou de ce qu'on appelle max-entropie reinforcement learning, puisque ça soustrait la log politique à toutes les récompenses, alors que là, on ajoute la log politique à la récompense immédiate. Et donc, il y a une petite référence à une histoire de Munchausen, si vous la connaissez, c'est rigolo. Voilà. Et donc là, je vais vous expliquer comment on fait pour introduire Munchausen dans DQN, donc DQN qui est un algo de RL assez très classique, qui est utilisé un peu partout. Donc l'idée, c'est que si on prend ce qu'essaye de régresser DQN, c'est-à-dire donc la cible de régression, donc ce que j'appelais chapeau DQN ici, en fait, c'est simplement la récompense plus un produit scalaire entre la politique qu'on est en train d'apprendre et la Q-valeur. Et dans DQN, la politique, c'est simplement la politique qui est Gluton par rapport à Q, donc qui va maximiser la Q-valeur
sur les actions. Donc, en fait, c'est simplement le maximum de la Q-valeur sur les actions. Et comme vous avez vu précédemment, nous, ce qu'on veut, c'est ajouter le logarithme de la politique. Donc, si on a une politique qui est déterministe, donc qui vaut 1 ou 0, ça va pas trop de sens. Donc, on va d'abord modifier des QN pour qu'ils puissent s'adapter à des politiques stochastiques. Et donc, pour ça, on rajoute simplement une régularisation anthropique. C'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre un max, on prend un softmax. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ce softmax-là, donc une fois qu'on a défini en fait une politique stochastique, qu'on a adapté l'évaluation à cette politique stochastique, eh bien, on ajoute le terme rouge là, c'est-à-dire qu'à la récompense, on ajoute le logarithme de la politique pondéré par tau, donc qui est la température de notre softmax, et alpha, qui est le coefficient de Munchausen. Donc, plus alpha sera grand, plus il y aura d'importance à Munchausen. Donc, quand on prend alpha à 0, on retrouve en fait une version régularisée des QN, et tau à 0, on va retrouver, dans la limite de tau 0, on va retrouver des QN. Et c'est tout, voilà, c'est très simple. Là, on a tout de suite, à la fin, Munchausen des QN, c'est l'algorithme. En pratique, c'est efficace, ça marche très bien. Donc, nous, on l'a testé sur un benchmark qui est des jeux Atari, des jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose d'assez standard. Et là, en fait, on moyenne un score normalisé sur une 60aine de jeux qui sont assez différents. Donc, ça donne une bonne idée de la performance. En orange, vous avez DQN, donc c'était l'algorithme d'origine. Et en bleu, vous avez donc Munchausen DQN, donc l'algorithme modifié, en moyenne et en médiane. Donc, vous voyez que c'est mieux. Et c'est même un peu mieux que C51, qui a un algorithme distributionnel. Donc là, on a un algorithme non distributionnel qui est meilleur que l'algorithme distributionnel. C'est intéressant. Et ça, on voit que c'est quelque chose de... Munchausen, c'est une méthode qui est très générale, et en fait, on peut l'appliquer à d'autres algorithmes que DQN. Donc, par exemple, nous, on l'a appliqué à IQN, donc qui est un algorithme aussi distribué, un petit peu comme C51 avant, mais plus efficace. Et de la même manière, là, vous avez notre résultat en bleu, donc c'est aussi le même benchmark sur 60 jeux Atari. C'est mieux que ça améliore la performance de rajouter ce terme Munchausen. Alors, pourquoi? Comment ça marche? Parce que là, je ne vais pas encore donner d'explication. Donc en fait, on produit là dans le papier, on a produit une analyse théorique où on montre qu'il y a deux effets à ajouter ce terme de Munchausen. Donc il y a implicitement, en fait, on fait de la régularisation KL, donc ce qui a été présenté juste avant, et on augmente ce qu'on appelle l'action gap, donc l'espace d'action, quelque part. Et ça, c'est augmenter l'action gap, c'est quelque chose qui a été prouvé d'être de donner une meilleure en fait, résistance aux erreurs aux algorithmes. Alors, donc première étape, donc je vais commencer par vous expliquer pourquoi ça fait de la régulation KL implicite. Donc en fait, en haut, si on reprend un peu les notations de la présentation avant, et en fait, le système d'abstraction, où on voit DQN comme un schéma d'itération de la valeur, et donc Munchausen DQN comme aussi un schéma d'itération de la valeur régularisé. Donc vous avez, en fait, on calcule une politique qui est, donc la première ligne, en fait, c'est juste qui est softmax par rapport à la Q-valeur, et deuxièmement, donc vous faites votre évaluation régularisée, et on rajoute le terme de Munchausen. Et ça, c'est équivalent en termes de politique, c'est-à-dire que ça va produire la même séquence de politique qu'un schéma d'itération de la valeur qui est régularisé par de la KL et par de l'entropie. Et là où ça devient très intéressant, c'est que ce schéma-là en bas, c'est le schéma qu'on a analysé donc, dans l'average average, donc dans la présentation que Mathieu a fait juste avant, où on a montré qu'il y avait une borne de convergence qui était très forte, mais qui ne s'appliquait pas au concept de l'apprentissage profond parce que dans la gloutonnerie, il y a des erreurs, c'est-à-dire qu'ici, l'étape du haut, on ne peut pas la faire exactement quand on est avec des réseaux de neurones. Mais sauf que dans notre cas, vu que c'est juste un softmax en fait sur les actions, et bien ça, on peut le calculer exactement. On n'a pas besoin, en fait, on n'a pas besoin d'un réseau de neurones qui va estimer la politique, vu que c'est simplement un softmax de Q-valeur. Donc, on peut calculer cette politique sans approximation. Et du coup, ça fait que la borne qu'on avait dans l'average average, en fait, elle s'applique à Munchausen DQN, y compris dans le cas où on utilise une approximation non linéaire. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc là, c'est juste un petit rappel de ce qu'il y avait dans la présentation précédente, c'est-à-dire que dans Munchausen DQN, essentiellement, on va avoir eh bien, la norme de la moyenne des erreurs, alors que dans DQN, on avait la moyenne de la norme, et donc ça se compense. Donc ça, voilà. Et du coup, c'est mieux.
Et donc, deuxième effet, en fait, on a montré aussi que Munchausen, ça augmentait donc l'espace d'action. Enfin, l'espace d'action au sens action gap, je ne sais pas comment traduire. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que si on regarde le log de la politique, donc c'est la quantité qu'on ajoute, vu que la politique est un softmax par rapport à la Q-valeur, bah, c'est simplement la Q-valeur moins le log SOMEXP de la Q-valeur. Et en fait, le log SOMEXP, c'est alors pondéré par la température, c'est une version smooth d'un maximum. On peut voir ça quand taux vers 0, ça va tendre vers le maximum, et on peut voir ça comme une version smooth d'un maximum. Et donc, en fait, on peut voir ça comme ce qu'on appelle la version smooth de l'avantage. L'avantage, c'est simplement la Q-valeur moins le maximum de la Q-valeur. Et là, en fait, on a le Q-valeur moins, il y a un soft maximum de la Q-valeur. Et donc, l'algorithme qui consiste à ajouter l'avantage à la récompense, c'est un algorithme qui existe déjà, qui s'appelle Advantage Learning, et qui, il y a un papier qui a été écrit, il y a une analyse qui est dessus, qui augmente l'action gap, c'est-à-dire qui va augmenter la distance entre la meilleure action et la deuxième, enfin, entre la Q-valeur associée à la meilleure action et la Q-valeur associée à la deuxième meilleure action dans un état. Et ça, c'est ce qu'on a mesuré empiriquement, là, ici, sur un environnement. Donc, en fait, on regarde l'écart entre donc, ce que j'ai, la Q-valeur associée à la meilleure action et la Q-valeur associée à la deuxième meilleure action. En vert, c'est celle de DQN, et en bleu, vous avez celle de Munchausen DQN, en orange, c'est celle d'Advantage Learning. Et donc, vous voyez que ça augmente cet écart-là. Et en fait, augmenter cet écart-là, ça veut dire que s'il y a des petites erreurs dans la Q-valeur, on va quand même choisir la bonne action, et pas la deuxième action ne risque pas de passer en premier avec une petite erreur. On a fait une ablation pour voir ce qui était vraiment efficace. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette ablation, c'est que il y a un algorithme qui est souvent utilisé comme baseline, qui est ce qui est en marron ici, donc c'est DQN avec la méthode d'optimisation RMS, alors qu'en fait, si simplement dans l'optimisation, on met l'optimisateur Adam, qui est utilisé beaucoup plus couramment et peut-être un peu plus moderne, et bien vous voyez que ça marche beaucoup mieux, donc ça c'est peut-être un résultat qui est très intéressant. En fait, si on regarde sauf DQN, c'est-à-dire que si on rajoute que de l'entropie, donc vous avez ici en vert par rapport à DQN orange, on n'a pas d'augmentation de performance. C'est-à-dire qu'ajouter juste de l'entropie dans DQN, on produit les mêmes résultats, on n'a pas d'amélioration de performance. Et vous voyez aussi que Advantage Learning, qui est en violet, est très proche en fait, de Munchausen, donc c'est un algorithme qui est très fort, qui est peut-être un petit peu sous-estimé souvent dans les papiers. Voilà, donc on a fait une étude expérimentale donc sur Atari, sur tous les environnements, et donc, globalement, l'algorithme qui ressort comme le plus performant, c'est Munchausen IQN, donc, qui est meilleur qu'IQN, qui est meilleur que Rainbow, qui est une combinaison distributionnelle de N-step learning, de prioritize replay, etc. Et donc, petite note qui n'apparaît pas ici, mais dans IQN, il y a quelque chose qu'on appelle l'apprentissage à 3 pas, en fait, où donc, on va voir un peu plus loin que juste le pas suivant, et quelques pas en avant, et qui permet d'améliorer un petit peu l'exploration dans certains environnements difficiles à explorer. Et en fait, on peut voir Munchausen comme une méthode qui est un petit peu anti-exploratoire, puisqu'elle vous colle en quelque sorte à la politique précédente, donc elle vous permet vraiment d'explorer le monde, mais ça se combine très bien avec le 3-step, donc avec l'apprentissage à 3 pas. Ici, en fait, MIQN utilise l'apprentissage à 3 pas, mais IQN aussi, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, donc MIQN à un seul pas fait toujours mieux que Rainbow, fait toujours mieux que IQN à un seul pas, mais MIQN à 3 pas, disons que les deux améliorations se combinent, ne s'annulent pas. Donc ça, c'est positif. Donc, en résumé, c'est une idée qui est très simple, on ajoute la log politique à la récompense. C'est très facile à implémenter, ça va dans la plupart des acteurs critiques, ça peut marcher. Donc il y a une base théorique qui est très forte, puisque on a le rattachement à toute l'analyse qui était faite dans leverage average. Donc on a montré que ça fait de la régulation KL implicite, donc ça moyenne les erreurs, on a un meilleur facteur d'horizon, et en plus ça généralise Advantage Learning, donc ça augmente l'action gap, donc tout ça c'est assez fort, et bon, en pratique ça marche très bien. Donc ça c'est aussi positif. Voilà, donc le papier, il y a le papier, le code est open source si vous voulez revoir les résultats. Et donc là, quand je dis le previous work, je fais référence à la présentation qui a été faite juste avant. Merci beaucoup.
Écoute, merci beaucoup, Nino. On va voir s'il y a des questions. Vous pouvez les poser directement sur le chat ou alors vous changez vos micros pour pouvoir la poser directement. Nino, ça c'est une présentation orale aussi. Non, c'est un poster. C'est un poster, d'accord. Raphaël, tu voulais poser une question? Oui, petite question. Il a été question de température. Cette température permet en fait de naviguer dans toutes les… plus la température est élevée, ça permet de naviguer sur tout le champ des possibles, c'est bien ça? Oui, on peut voir ça comme ça. Oui. Mais plus la température est élevée, plus effectivement on va pouvoir naviguer. Mais ça veut dire aussi que le temps de convergence va être largement plus long. Oui, alors je ne sais pas exactement quelle est la question, mais si on revient ici, effectivement, si on augmente… Pardon. Non, la question, c'est, j'ai l'impression que c'est hyper stochastique, un petit peu comme dans le recuit simulé. Et est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'introduire une solution plus, comment dire, déterministe en quelque sorte pour converger plus rapidement? Quand on introduit de l'a priori par rapport à la solution vers laquelle on aimerait tendre, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir une descente plus rapide? Alors, ce qui est fait souvent… Effectivement, si on a une température trop grande, la politique va être très stochastique, on ne va jamais converger vers quelque chose de très pertinent. Ce qui est fait en pratique dans certains algorithmes, c'est qu'il y a alors, soit on peut faire descendre la température au cours du temps, tout simplement, ou alors il y a des méthodes pour que la température soit adaptée en fonction de l'entropie. En général, ce qui est fait, c'est qu'on va viser une entropie cible où on sait qu'on aimerait amener notre politique. Et, la température va s'adapter en fonction de ça. D'accord. Nous, on ne l'a pas fait. On a sélectionné une température avec une cross-validation. On a sélectionné la meilleure, mais effectivement, ça pourrait être amélioré. En fait, que vous avez adopté. Pardon? Vous avez adopté en quelque sorte soit une valeur fixe de température ou alors une descente en température qui permet au fur et à mesure de converger. Voilà, nous, on a pris une valeur fixe, mais ça pourrait être amélioré avec une descente de température. D'accord. Ok, merci. Merci Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question très simple, assez pratico-pratique. Oui, tu as parlé d'applications dans Atari, etc. Tu peux juste citer par rapport aux autres auditeurs une application pratique autre que du code numérique, autre que des jeux vidéo. Un truc qui te vient à l'esprit dans l'industrie ou enfin peu importe, une application de ce que tu viens de dire. Ça, en fait, c'est une question qui est plus générale pour à quoi sert le RL dans la vraie vie. Mais en fait, ça peut s'appliquer à tous les systèmes de contrôle séquentiel qu'on peut imaginer. Donc, ça peut être soit du contrôle pour de la robotique un petit peu exotique où les méthodes de contrôle classiques ne marchent pas, ou des méthodes, par exemple, de régulation aussi, pareil, un petit peu trop compliquées. C'est utilisé dans les régulations thermiques, par exemple, pour des data centres, des calculateurs. Ou éventuellement des assistants qui, par exemple l'informatique, qui voudraient naviguer sur le web ou dialoguer avec des gens. Toutes sortes de systèmes où il faut prendre une suite de décisions à long terme. Ok. Merci. J'ai une question similaire. C'est par rapport à d'autres méthodes de reinforcement learning. Qu'est-ce qui pénaliserait cette méthode? Ou qu'est-ce qui donnerait un avantage ou qu'est-ce qui ferait qu'elle ne serait pas applicable en comparant à d'autres méthodes de renforcement? Alors, là, c'est un peu ça dépend en fait jusqu'où on se compare dans les méthodes. Si on reste dans, on va dire, les méthodes qui sont basées sur plus ou moins d'itération de la valeur, donc avec un acteur, un critique, par exemple, il y a assez peu de raisons que ça soit un désavantage pour ces méthodes-là. Ce que je mentionnais à la fin rapidement, c'est qu'effectivement, ça peut parfois pénaliser un peu l'exploration. Donc, il faudrait peut-être en pratique, il peut y avoir des problèmes où il faudrait combiner ça avec une méthode exploratoire en plus, basée sur le compte d'état ou autre chose. Mais après, si on
on va dire, il y a des cadres où c'est juste des méthodes qui sont très différentes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer. Ou alors peut-être que vous avez une question plus précise. Comparer une méthode précise. Pourquoi tout le monde ne fait pas de l'advantage learning ou ça? Ça a l'air de converger plus vite. Donc, il y a bien une raison. Il y a peut-être des questions de coût aussi, de temps de calcul, de ressources utilisées pour les calculs. Alors, je sais. Alors, en tout cas, les méthodes sur lesquelles c'est basé, donc DQN ou EQN, je pense qu'on peut dire qu'elles sont adoptées. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Donc, c'est pas du tout des méthodes exotiques, quoi. Je ne parle pas de DQN. Mais après, j'y viens. Mais par exemple, l'advantage learning, ça demande aucun calcul en plus que DQN. C'est simplement une modification de la fonction de coût. Et je ne sais pas pourquoi c'est pas forcément très utilisé. Après, là, ce qui coûte cher, c'est de faire l'évaluation en termes de calcul, si c'est la question. Ce qui coûte cher, c'est de faire l'évaluation sur Atari, parce qu'il y a beaucoup de jeux et que ça prend beaucoup de temps. Effectivement, ça, c'est produire ces résultats-là, ça peut être un problème en termes de coût de calcul. Mais en soi, les modifications, que ce soit Advantage Learning ou Milchosen, elles ne rajoutent pas en fait de coût d'apprentissage ou de coût de calcul par rapport à un DQN standard. Il n'y a pas de raison au niveau du temps de calcul ou de la puissance de calcul de ne pas les utiliser. Les calculs ne sont pas spécialement complexes. En fait. Non, en fait, surtout, ça rajoute pas de complexité temporelle. Ok, merci Claude. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Nino? Non? Ok, ben, on va continuer. Merci encore Nino. Donc, c'était pas mal. La prochaine personne, donc il y a une sorte de petit conflit d'intérêts entre moi et cette personne puisque on travaille dans la même société, mais voilà, c'est donc Ruben ou Anna. Ruben, tu te présentes et puis le show est à toi. Oui, bonjour, je mets juste le mode plein écran. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Ruben Oana, je suis doctorant au sein de l'École normale supérieure et de Lighton. Je vais vous présenter notre travail qui a été exécuté en temps choral à NeurIPS et qui s'appelle Reservoir Computing meets Recurrent Kernels and Structure Transforms. Donc, pour commencer, on va commencer très simplement. Qu'est-ce que le réservoir computing? Donc, en fait, c'est un réseau de neurones récurrents avec des poids internes qui sont fixés et aléatoires. Et on a juste des poids, des output weights qu'on va devoir entraîner. Donc, en fait, ça veut dire que notre algorithme va être très simple parce qu'on a des poids fixes aléatoires au milieu et on a juste des poids d'output à entraîner. Le réservoir computing, ça a été montré que c'est très bon pour prédire des séries temporelles chaotiques. Ça a aussi été utilisé en tant que modèle pour les neurosciences, pour modeler les neurones dans le cerveau. Et aussi, ça a été beaucoup utilisé pour des implémentations hardware. Donc, par exemple, à Lighton, on développe un optical coprocessor et on a montré qu'on peut faire du réservoir computing avec de l'optique. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que c'est le réservoir computing? Donc, à chaque temps t de notre time series, on va mettre à jour un réservoir x de t avec le nombre de neurones grand N en mettant une time series i. Et on update le réservoir avec l'équation que vous voyez ici. Donc, vous voyez qu'ici, on a f, une non-linéarité. Donc, ça peut être tangente hyperbolique, ça peut être relu, ça peut être toutes les non-linéarités classiques. On a deux matrices, WR et WI, en fait, qui sont fixées, aléatoires et gaussiennes. Et on a les variances qui sont sigma R et sigma I. Et en fait, comme je vous avais dit, on n'a pas à apprendre ces poids WR et WI, on a juste les output weights à apprendre avec une layer qui est linéaire. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un algorithme très léger. Donc les contributions de notre papier. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va étudier la limite où le nombre de neurones tend vers l'infini. Donc vous allez voir qu'on a introduit ici les kernels récurrents. On va aussi introduire les transformés structurés pour montrer qu'on peut accélérer le réservoir computing. On va aussi montrer quelques résultats de concentration vers la limite des kernels et on va montrer que nos algorithmes sont benchmarkés sur des chaotic time series prediction. Voilà, donc pour commencer, qu'est-ce qu'un kernel? Donc en fait, c'est tout simple. Vous avez vos données ici et vous allez utiliser un, je ne sais pas comment on dit embedding en français, mais un non-linear embedding pour projeter vos données dans un espace de Hilbert H
qui peut être de dimension infinie. Et en fait, dans cet espace projeté, la fonction de corrélation, en fait, c'est juste ce qu'on appelle un kernel. Donc, c'est le produit scalaire entre les données projetées. Les avantages des kernels, en fait, c'est que si on utilise, si dans notre algorithme, on a une fonction de corrélation qui apparaît, donc par exemple la régression linéaire, on a une fonction de corrélation qui apparaît dans la solution, et bien en fait, on n'a pas besoin de calculer phi, on peut directement utiliser la formule K. Mais par contre, le problème, c'est que si on a trop de points dans notre jeu de données, et ben en fait, calculer la corrélation entre tous les différents points de notre dataset, ça va être très, très cher en mémoire et en temps de calcul. Donc, en fait, les algorithmes de kernel ne scalent pas bien. Donc, pour pallier à ça, on a Rect et Raimi qui ont développé en fait, la Random Features Technique, qui en fait, c'est une estimation de Monte Carlo du kernel. Donc, en fait, vous avez votre kernel ici, avec vos 2 points de données x et x', et en fait, on va les approximer avec des fonctions psi qui sont aléatoires. Et ces fonctions, en fait, elles dépendent d'une non-linéarité f et de w, qui est une matrice aléatoire et fixée. Donc, par exemple, ici, je vous donne des exemples de non-linéarité avec des poids gaussiens. Donc, par exemple, et le kernel associé. Donc, par exemple, si vous prenez la non-linéarité comme la concaténation de cosinus et sinus, vous approximez en moyenne le kernel gaussien. Si vous prenez l'error function, vous avez un des arcsign kernel, etc. Si vous prenez relu, vous avez ce kernel un peu plus compliqué. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va approximer aléatoirement le kernel avec une approximation de Monte Carlo. Et en fonction de la non-linéarité, en fait, on va avoir un kernel différent qu'on approxime. Donc, en fait, quand on regarde l'équation d'update du réservoir dans le réservoir computing, donc vous voyez que le réservoir au temps t plus 1, il dépend d'une non-linéarité et de matrice aléatoire du réservoir au temps t et de la time series. En fait, on remarque que c'est une random feature récurrente. Et du coup, d'après la théorie des kernels et des random features, on sait que cette random feature va avoir une kernel limite. Donc, le produit scalaire entre 2 réservoirs va converger vers un kernel, comme ce qu'ont introduit Rect et Raimi dans les random features. Donc, dans notre étude, on a considéré 2 types de kernels, les principaux, c'est-à-dire les kernels invariants par rotation, c'est-à-dire qu'ils dépendent du produit scalaire entre les inputs, entre les arguments, pardon. Donc, par exemple, ici, si on a un kernel invariant par rotation, alors il va dépendre du produit scalaire entre ces arguments. Et on va considérer les kernels invariants par translation. Donc, ça veut dire qu'ils dépendent de la distance L2 entre leurs arguments. Et en fait, vous voyez que c'est le kernel gaussien, par exemple, fait partie de cette famille de kernels. Donc, quand en fait, on regarde la formule des kernels invariants par rotation, ici, vous voyez que ici, nous avons le produit scalaire entre 2 réservoirs à temps t plus 1. En fait, on remarque que ça va dépendre par le kernel du produit scalaire entre 2 réservoirs au temps t. Et comme en fait, ce produit scalaire entre les 2 réservoirs au temps t a aussi une limite kernel, en fait, c'est comme ça qu'on va introduire les kernels récurrents. C'est-à-dire que le kernel récurrent au temps t plus 1 va juste dépendre du kernel, ici on a la fonction de kernel, et comme argument, le kernel récurrent au temps t. Idem pour les kernels invariants par translation. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est juste que les kernels récurrents, donc en fait, ils sont temporels et à chaque temps, en fait, on va faire une composition des kernels au temps précédent. Notre seconde contribution, en fait, c'est d'utiliser les transformés structurés pour montrer qu'on peut accélérer le réservoir computing. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va remplacer les matrices aléatoires qui sont dans le réservoir par cette suite de matrices. Donc, en fait, on a H, qui est une matrice de Hadamard, qui en fait, juste, c'est une matrice orthogonale avec des plus 1 et des moins 1 à l'intérieur. Et on a les matrices DI, qui sont des matrices diagonales avec une distribution de Rademacher sur la diagonale, c'est-à-dire plus ou moins 1 avec 50% de chance. Et en fait, l'avantage des matrices de Hadamard, c'est que la multiplication matricielle peut être faite très vite. Donc, en fait, on passe d'un coût computationnel de O n carré à O n log n pour la multiplication vecteur-matrice. Et pour le storage, en fait, comme elles sont faites sur place, on n'a pas à storer la matrice de Hadamard. Donc, en fait, on passe d'un storage de n carré à n. Donc, en fait, ça réduit drastiquement le coût du réservoir computing ici. Donc, par exemple, dans ce tableau, on a réuni les computational complexity de nos 3 algorithmes, donc le réservoir computing standard, le structured réservoir computing avec les transformés structurés dans le réservoir et notre récurrent kernel qu'on a introduit.
Et en fait, ici, vous voyez que la structure de réservoir computing est toujours plus rapide que réservoir computing. La complexité est toujours plus petite. Et le recurrent kernel, en fait, va nous montrer qu'il y a deux régimes. Donc, en fait, quand votre nombre de neurones est plus petit que le nombre de points dans votre jeu de données, dans votre time series, alors on vous conseille d'utiliser les structures de réservoir computing. Mais si c'est le contraire, si votre nombre de neurones est grand, eh ben, on vous conseille d'utiliser la limite infinie qui est le recurrent kernel. Voilà. Donc ici, c'est l'heuristique. Donc, en fonction des deux cas, utiliser un algorithme ou l'autre. Mais on est toujours plus rapide que le réservoir computing standard. Donc, notre troisième contribution, c'est de calculer les taux de convergence de ces récurrentes random features vers la limite kernel. Donc, on fait juste trois assumptions. Donc, on suppose que la fonction de kernel est L Lipschitz. Donc, en fait, ça veut dire elle ne bouge pas trop si les inputs ne bougent pas trop. On va supposer que les poids, alors ça, c'est une assumption plutôt grosse, mais on montrera après qu'en fait, en pratique, elle est toujours satisfaite. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque tenté, on va devoir retirer les matrices de poids aléatoires, parce que c'est un tirage aléatoire, ces poids. Et voilà, donc en fait, on les fait dépendre du temps. On suppose juste aussi que la non-linéarité est bornée par une constante kappa. Et on a sorti un petit théorème qui nous dit, en fait, juste ce qu'il faut sortir de ce théorème, c'est que la limite, la convergence de notre réservoir au temps t plus 1 vers sa limite kernel récurrent au temps t plus 1, elle est bornée par le haut par cette limite. Donc, en fait, on a trois régimes. Et ces régimes dépendent de lambda qui dépend de la variance du réservoir. Et en fait, ce qu'il faut retenir, au final, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais c'est juste qu'on a des convergence rates en 1 sur racine de n, avec grand N le nombre de neurones dans le réservoir. Donc, ça veut dire plus on va avoir de neurones, plus on va s'approcher de la limite kernel. Et en fait, c'est ce qu'on montre ici expérimentalement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs non-linéarités. Donc, on a pris relu, error function et random Fourier features, et plusieurs variances du réservoir. Donc, c'est-à-dire qu'on fait changer cette quantité lambda. Et on remarque qu'en fait, on obtient bien des taux en 1 sur racine de n pour les réservoirs computing et le structure de réservoir computing. Donc, en fait, on montre que notre théorème est valide. Et aussi, ici, ce qui est important, c'est que les matrices, en fait, ne sont pas retirées. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a besoin de cette assumption pour montrer le théorème. Et ici, vous voyez qu'en fait, on obtient bien les taux en 1 sur racine de n qu'on a prédit grâce au théorème. Alors maintenant, on passe à l'expérimental. Donc en fait, on a benchmarké notre algorithme sur l'équation de Kuramoto-Sivashinsky, qui en fait est l'équation de propagation des flammes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une équation différentielle partielle non linéaire très très compliquée. Et elle est connue pour son comportement chaotique. Donc qu'est-ce que c'est un comportement chaotique? En fait, c'est si vous avez deux points initiaux qui sont très proches à l'état initial, en fait, leur état va diverger exponentiellement dans le temps. Donc, c'est ça, en fait, un comportement chaotique. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris 70 000 points de la time series. Donc, on a simulé ça et on a fait 70 000 points de la time series pour le training et on a utilisé les 2000 derniers points pour la prédiction. Et à cause des problèmes de mémoire, on a juste utilisé 7000 points pour le recurrent kernel. Et ici, voici les résultats. Donc, en fait, ce qu'on veut prédire, c'est ça, la propagation des flammes, ici. Ici, voici la sortie de nos algorithmes, réservoir computing, structure réservoir computing et recurrent kernel. Ici, c'est la différence entre la prédiction et le vrai output. Et vous pouvez voir ici qu'on prédit à deux temps caractéristiques. En fait, pour ceux qui connaissent, c'est le temps de Lyapunov. Et vous voyez qu'en fait, les algorithmes ont des performances similaires, ce qui est bien pour nous, parce que ça veut dire qu'en accélérant cet algorithme, on a quand même les mêmes capacités de prédiction. Et pour finir, voici ici les timings. Donc, en fait, on a trois étapes. On a le forward, c'est-à-dire l'update du réservoir à chaque temps t. On a le train, c'est-à-dire faire la régression linéaire. Et on a la prédiction, qui est juste le fait de faire la prédiction. Et vous voyez qu'en fait, dans quasiment tous les cas, la structure de réservoir computing est plus rapide que le réservoir computing. Et vous voyez qu'ici, on a des erreurs de mémoire pour le réservoir computing à ce nombre de neurones-là qu'on n'a pas avec le structure de réservoir computing grâce à l'avantage de mémoire et de computational complexity du structure de réservoir computing. Voilà, donc pour finir, on a introduit les kernels récurrents comme la limite infinie du réservoir computing. On a aussi utilisé les structures transformes pour accélérer le réservoir computing conventionnel. On a calculé des taux de convergence de ces random features récurrentes vers les récurrents kernels.
Et on a montré que nos algorithmes, en fait, fonctionnent aussi bien que le réservoir computing standard, tout en étant plus rapides dans chacun des cas. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, donc merci à toi Ruben. Est-ce qu'il y a des questions pour Ruben, qui est donc le dernier talk de la journée? N'hésitez pas à Oui, moi j'ai une question. Oui. Vas-y Stéphane. Voilà, je voudrais savoir comment Lighton compte utiliser les avantages de l'OPU pour faire des calculs avec les recurrent kernels. C'est une très bonne question. Je vais peut-être y répondre tout de suite, Ruben. C'est une très bonne question. Bien sûr, les travaux de Ruben sont intéressants puisqu'en fait, ils ouvrent d'autres possibilités que celles qu'on pourrait avoir simplement en utilisant de l'électronique. Donc, en rendant une partie électronique encore plus performante puisqu'on peut utiliser ces transformés structurés. À Lighton, on essaie de regarder dans quelle mesure on peut utiliser exactement ce même leverage pour aller encore plus loin que la taille qu'on peut avoir en électronique. Ok, merci beaucoup. Merci Stéphane. D'autres questions? Oui, bonjour, moi j'aurais une question, Vincent Labbé du BRGM. Là, vous focalisez votre démonstration sur les time series chaotiques. J'aurais voulu savoir pourquoi, est-ce que, par rapport aux time series, aux différents types de time series, oui. Est-ce que c'est applicable avec succès sur les autres? Voilà, avoir un peu plus de détails là-dessus. Oui, alors c'est très intéressant comme question. En fait, ça fait plus de 10 ans en fait, que le réservoir computing est développé. Et en fait, il y a beaucoup d'études sur en fait, le lien entre le réservoir et la théorie du chaos. Donc, c'est assez intéressant. Et on peut montrer en fait, qu'il y a des sortes de phénomènes d'accrochage entre le réservoir et la time series, ce qui fait qu'en fait, le réservoir, dans un sens, il se synchronise avec la time series, ce qui fait que il travaille aussi bien sur des time series qui sont chaotiques et qui ne sont pas chaotiques. Et comme les time series chaotiques sont beaucoup plus durs à prédire que les time series qui ne sont pas chaotiques, c'est là qu'en fait le réservoir computing sort son épingle du jeu. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais si vous voulez, il y a plein de papiers de physiciens qui étudient le réservoir computing et la théorie du chaos. C'est très intéressant en tout cas comme sujet. Merci beaucoup. Je comprends que qui peut le plus peut le moins en tout cas. Exactement, oui. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Ruben? J'ai l'impression qu'Olivier Sorba essaye de parler, mais quand il n'a pas le micro, Olivier, j'ai l'impression que tu… Non, bonjour, c'est très gentil, mais non, je suis passionné par ce qui se dit, mais je n'avais pas de questions à ce stade. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai vu ta caméra. Et que Merci. Bonjour, en tout cas. Oui. Salut Olivier. Merci à Ruben. Donc, merci à nos trois présentateurs aujourd'hui, donc Mathieu, Nino et Ruben, d'avoir inauguré ce premier meet-up. Si vous avez envie de les voir à NeurIPS, bien sûr, ils vont repasser à NeurIPS aujourd'hui, demain ou après-demain, d'après ce que je me rappelle, puisqu'il y a au moins 1 ou 2 euros. Ruben en est un, et puis celui de Mathieu en est un aussi, alors que c'est un poster pour Nino. De façon évidente, vous pouvez aller sur NeurIPS, aller poser vos questions directement là-bas, puisque maintenant vous avez déjà vu au moins la présentation une fois en français. Donc, merci aux 3 speakers. Merci d'avoir joué le jeu. En plus, on tombe vraiment dans le quart d'heure pour chacun d'entre nous, donc chacun d'entre vous. Donc, c'est super bien passé. Merci beaucoup. Demain, on a un autre meet-up, donc avec 4 speakers. Donc là, on va vraiment être super restreint sur les 15 minutes. On aura donc Marine Lemorvan, Raphaël Berthier, tous les deux de l'INRIA, qui auront 2 talks différents. On aura aussi Clément Calozen, qui lui sera de Criteo. Et éventuellement, on aura Victoire San, qui viendra, lui, de Hugging Face. Je voudrais rappeler un tout petit truc pour ceux qui le savent. La France est le 7e pays à publier dans NeurIPS. Il y a plus d'une 60aine de présentations, donc c'est assez riche. Ça va de travaux extrêmement théoriques à des travaux qui sont beaucoup plus appliqués. On en a vu un peu un exemple aujourd'hui. Ce que je remarque en particulier, c'est qu'on est potentiellement en France un des seuls pays à avoir autant de startups qui contribuent en fait à une partie de cette production intellectuelle qui se trouve à NeurIPS. Donc, on a de quoi être fier un peu là-dessus. Et bien sûr, tout ce qui est collaboration avec l'INRIA, le CNRS et toutes les entités publiques a l'air de marcher relativement bien. Donc,
Je vous remercie beaucoup. Je vois que Alain est là, mais on parlera avec Alain à partir de demain. Merci à tous. On vous revoit demain à 1h. Passez le mot. On a besoin d'avoir des gens qui viennent pour reprendre cette expérience peut-être l'année prochaine, parce que c'est important potentiellement de dire les choses plutôt en français, certaines fois plutôt qu'en anglais. Merci à tous et puis donc à demain, 13h. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci à vous. Merci. Très intéressant. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci Genève. Allez, au revoir. Merci le Centre Val-de-Loire.